Donc, je vous souhaite la bienvenue à notre dernier webinaire 2020 de la SQP qui va porter sur la chaire de recherche en phytotechnologie. Donc, aujourd'hui, c'est Jacques Brisson qui va nous expliquer ce que c'est une chaire de recherche industrielle et il va nous présenter les résultats de ses travaux et les perspectives d'avenir qui sont liées à ça. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, d'abord, je me présente. Je suis Chloé Fredette, vice-présidente de la SQP et chargée de projet chez Québec Vert. Donc, c'est vraiment au nom de tous mes collègues que je souhaite la bienvenue ce matin. Et la SQP, donc la Société québécoise de phytotechnologie, c'est une société à but non lucratif dont la mission, dont la mission est de promouvoir donc l'utilisation des phytotechnologies. Nos activités sont basées exclusivement sur le travail du conseil d'administration et nous sommes tous des bénévoles. À toutes les années, on organise des colloques, on produit et on diffuse des documents ou des fiches techniques, on offre des bourses aux étudiants du domaine, des prix d'excellence pour les projets en phytotechnologie et on organise des visites de sites. Puis depuis 2020, on s'est tourné aussi vers l'organisation d'événements virtuels gratuits comme le webinaire auquel vous assistez aujourd'hui. Pour en savoir plus donc sur la mission de la SQP, nos activités et obtenir de l'information sur les phytotechnologies, là, je vous invite vraiment à consulter notre site Internet, donc www.phytotechno.com et vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre. Donc, évidemment, si vous voulez nous supporter, vous pouvez aussi devenir membre de la SQP. Donc, ça vous offre plusieurs avantages, dont entre autres la possibilité de revoir les webinaires qu'on présente. Mais je vais revenir sur les avantages d'être membre à la fin du webinaire. Et donc, avant de passer au webinaire, je dois remercier nos partenaires financiers. C'est vraiment grâce à eux là, que la SQP peut poursuivre ses activités et donc continuer à vous offrir des activités gratuites comme celle d'aujourd'hui. Alors, je remercie chaleureusement Ramea Phytotechnologie, qui est notre partenaire officiel, les Membranes Hydrotech et Rousseau-Lefebvre, qui sont nos partenaires permanents pour les webinaires, et finalement Espace pour la vie et l'Institut de recherche en biologie végétale, qui sont nos partenaires pour le webinaire d'aujourd'hui. Bon, alors maintenant, on va passer au webinaire. Donc, qui dit phytotechnologie dit technologie, et ça veut donc dire que derrière chaque phytotechnologie, il y a un énorme travail de recherche afin de s'assurer qu'on ait les pratiques les plus efficaces et les plus durables. C'est aussi par la recherche qu'on va découvrir et développer des nouvelles applications. Notre conférencier d'aujourd'hui en sait quelque chose, c'est Jacques Brisson. Il est professeur-chercheur à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche industrielle CRSLG Hydro-Québec et c'est aussi le président de la SQP. Le programme de recherche de sa chaire se penche sur deux enjeux pour lesquels la phytotechnologie est particulièrement appropriée. Donc, entre autres, la restauration des sites perturbés qui sont sujets à l'érosion et à l'invasion par les plantes indésirables, et aussi à la remédiation des sols et d'eau contaminés par les produits de préservation du bois. Donc, avant de lui céder la parole, juste un petit mot sur le déroulement du webinaire. Donc, ça va être d'une durée de 1 heure. On termine à 11 heures et il y aura une période de questions qui se tiendra à la fin. Donc, pour les questions, vous pouvez soit les écrire dans l'onglet questions-réponses, le Q et R qui est dans le bas de votre écran, ou encore, pendant la période de questions, vous pourrez lever la main ou ouvrir votre micro pour poser votre question directement. Et donc, évidemment, pour ceux qui se le demanderaient, là, la présentation d'aujourd'hui, elle est enregistrée et elle sera rediffusée sur notre site Internet par la suite et ça sera accessible pour les membres de la SQP. Donc, sur ce, Jacques, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Chloé. D'abord, bonjour tout le monde et je suis vraiment bien content d'avoir la chance là, de partager un peu là, ce qu'on fait comme travaux dans la chaire. Et attendez un petit peu, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, je me permets un peu quelque chose de différent aujourd'hui, plutôt que de concentrer la conférence sur la recherche comme telle, les résultats comme on a l'habitude de faire. Mais aussi de partager avec vous un petit peu, de démystifier un petit peu comment se fait la recherche, ce qu'est une chaire, ce que ça implique là, comme travail. Comme l'a dit Chloé, la phytotechnologie, ça adresse plusieurs enjeux, plusieurs types de phytotechnologie. C'est l'utilisation des plantes pour faire toutes sortes de travail, pour corriger certaines problématiques environnementales. Vous en avez des exemples ici, marais filtrants, toits végétalisés, abris vivants, etc.
Et vous êtes sans doute au courant que ces phytotechnologies, bien qu'elles ne soient pas nécessairement individuellement très récentes, connaissent vraiment là, une grande popularité, un plus grand besoin. C'est la même chose pour les infrastructures vertes. Donc, il y a vraiment un besoin grandissant pour ces genres d'approches-là. Et besoin grandissant, ça veut aussi dire qu'il y a des questions qui se posent et qu'on a besoin de davantage de recherche pour améliorer ces approches-là et aussi pour trouver peut-être de nouvelles applications aux phytotechnologies. Alors, le plan de ma présentation, je vais commencer par, par définir un petit peu c'est quoi une chaire, démystifier ce que c'est, parler ensuite de la chaire de recherche en phytotechnologie, sa mission, l'équipe qu'il y a derrière ça, comment ça fonctionne un petit peu. Et je vais évidemment présenter un petit peu plus en détail les projets de la chaire de recherche qui traite de deux principales problématiques, comme l'a dit Chloé tantôt, c'est-à-dire la remédiation des sols et eaux contaminés et la restauration des sites perturbés. Bien, commençons par c'est quoi une chaire, ou en fait, je devrais plutôt dire, qu'est-ce qui n'est pas une chaire de recherche? Ah ben oui, voilà. Si vous allez dans le dictionnaire, une chaire, ça peut être ça. Puis c'est vrai qu'en tant que chercheur, on passe pas mal de temps assis devant notre écran, à travailler, à écrire, à établir des protocoles, etc. Mais quand on parle de chaire de recherche universitaire, on parle d'autre chose. En fait, les chaires universitaires, écoutez, je vais souvent tousser, là, j'ai des problèmes de toux qui n'ont rien à voir avec la COVID. Je m'en excuse d'avance, là, mais donc, une chaire, c'est une désignation qui est associée à un chercheur ou à un groupe de chercheurs à qui on attribue un financement pour qu'ils puissent réaliser des activités de recherche de haut niveau et de diffuser le savoir autour d'une thématique scientifique précise. Vous avez entendu, c'est assez flou, ça reste assez flou, il y a plusieurs sortes de chaires, mais il y en a que vous avez entendu parler. On entend souvent dans ce temps-ci des chercheurs de la chaire à Harold Dandurand, qui est une chaire qui est centrée à l'UQAM, qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Et on les entend souvent parler quand vient le temps de commenter certains aspects de la politique américaine. Il y a de nombreuses chaires en intelligence artificielle. C'est un nouveau domaine qui est extrêmement important. Et donc, on connaît par exemple la plus célèbre, probablement celle de Yoshua Bengio. Mais encore là, il y a plusieurs chaires. Et il y a différents types de chaires. Il y a aussi des chaires qui sont davantage axées en enseignement. Et celle que je vous avais à l'écran, c'est la chaire de leadership en enseignement sur les infrastructures végétalisées. Je l'ai mis de façon pas innocente. C'est un collègue de la SQP, Guillaume Grégoire, qui est titulaire de la chaire. Et on va sans doute entendre parler de cette chaire-là plus tard dans l'année. Donc ça, c'est toutes des chaires. Ce qui distingue les chaires, il y a deux caractéristiques importantes là, qui distinguent les chaires des autres formes de financement de la recherche. Une chaire, habituellement, c'est un financement qui a une certaine durée, plus longue. Et aussi, on associe au terme de chaire un certain prestige. Et ces deux choses-là, en fait, ont un but principal, c'est de promouvoir la discipline, promouvoir la thématique scientifique, donc, et favoriser le développement de la recherche dans ce thème-là. Quand on parle justement de financement ou de type de chaire, on peut regarder au niveau, pardon, au niveau là, du financement. Il y a aussi plusieurs types de chaires. Les chaires les plus connues ou les plus répandues, je dirais, ce sont ce qu'on appelle les chaires de recherche du Canada. Ce sont des chaires qui sont financées par des organismes subventionnaires fédéraux, dont le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie, le CRSNG, est un de ces. Et ça, c'est du financement qui est accordé aux universités pour engager des professeurs dans une thématique particulière et pour encourager donc le développement de ces thématiques-là. Il y a aussi des chaires privées. Donc, ça peut être certaines entreprises, ça peut être du mécénat, donc des chaires philanthropiques, ça peut être des fondations qui vont aussi investir, financer une chaire
pour une thématique particulière. Et souvent, le nom de l'entreprise ou le nom du mécène va être associé au nom de la chaire. Hein. Il peut y avoir des chaires Jean Coutu ou des chaires donc associées à certaines fondations. La chaire de recherche industrielle du CRSNG, donc celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est un peu une combinaison des deux, en ce sens que ça va être une chaire qui va être financée par un organisme subventionnaire fédéral, mais aussi par une ou des industries pour développer une thématique particulière. Et l'objectif de cette chaire-là, donc, c'est de créer des collaborations qui vont être mutuellement bénéfiques entre les universités canadiennes et les partenaires des secteurs publics ou privés et qui vont mener à des avancées se traduisant en avantages économiques, sociaux, environnementaux dans des domaines pour lesquels il y en a un grand besoin. Et comme je le disais en entrée de jeu, s'il y a un domaine qui a un grand besoin de développement scientifique, c'est les phytotechnologies. Bon. On est extrêmement content d'avoir cette chaire-là à l'Institut de recherche en biologie végétale, mais ça allait un peu de soi qu'une chaire en phytotechnologie y soit accordée à cet institut. D'abord, l'Institut de recherche en biologie végétale, ou l'IRBV, s'est formé d'une association entre des chercheurs du Jardin botanique de Montréal et des chercheurs de l'Université de Montréal. Donc, en ce moment, c'est un peu plus d'une vingtaine de chercheurs qui travaillent sur des thèmes reliés aux végétaux. Or, la phytotechnologie, c'est une thématique majeure depuis longtemps à l'IRBV. Il y a des travaux importants qui sont faits par notamment Michel Labrec, qui travaille sur la phytorémédiation, Gilles Vincent, qui avait initié des travaux sur les marais filtrants à l'IRBV. Il y a mes propres travaux qui font là-dedans. En fait, on est 5 chercheurs à l'IRBV dont la phytotechnologie est un des principaux thèmes de recherche. Et ça, c'est sans compter les autres chercheurs qui vont participer aussi ou contribuer à des travaux en phytotechnologie. Donc, l'IRBV, je pense, profite d'une reconnaissance internationale au niveau de ses travaux. Mais outre ça, il y a aussi le Jardin botanique lui-même qui s'investit pour faire la promotion des phytotechnologies de façon très importante par le développement du parcours phytotechnologique ou des parcours phytotechnologiques où ça a déjà commencé et on va au cours des prochaines années. Le Jardin botanique va, pour le bénéfice des visiteurs, faire des démonstrations sur les différentes phytotechnologies, et ça à l'intérieur même du Jardin botanique. Et autre chose aussi, la Société québécoise de phytotechnologie elle-même, c'est né d'une initiative de l'IRBV il y a quand même un peu plus de dizaines d'années. Donc, la phytotechnologie très présente à l'IRBV. Et finalement, donc, un dernier ingrédient important, c'est qu'il y a des liens de recherche très importants entre l'IRBV et Hydro-Québec sur la gestion de la végétation depuis très longtemps. Hydro-Québec, évidemment, avec ses emprises, c'est quand même... Hydro-Québec aménage le plus grand réseau de transport d'électricité en Amérique. Il y a beaucoup de gestion de végétation qui sont impliquées. Et donc, la recherche sur la gestion, on a développé des interactions de recherche avec Hydro-Québec depuis très longtemps. Tous ces ingrédients mis ensemble font en sorte qu'en 2016 a été inaugurée la chaire de recherche industrielle CRSNG Hydro-Québec en phytotechnologie. Donc, cette chaire de recherche-là est financée par Hydro-Québec, donc une partie importante du financement qui vient d'Hydro-Québec, une partie importante qui vient du CRSNG, mais aussi d'autres partenaires financiers. Le Centre d'excellence de Montréal en réhabilitation des sites a une contribution importante au financement de la chaire, et aussi l'Université et l'Institut de recherche en biologie végétale pour faciliter la formation de la chaire à l'intérieur de ces murs, a aussi fait un investissement, de sorte qu'avec ça, on a les ingrédients qu'il faut pour créer la chaire. Bon, maintenant, une phytotechnologie, ça ne peut pas se pencher sur toutes les phytotechnologies et sur tous les aspects. Il faut être plus précis en fonction notamment des besoins de la recherche et des besoins du partenaire financier. Et l'objectif général de la chaire de recherche en phytotechnologie, c'est d'optimiser des approches de phytotechnologie
pour solutionner les problématiques environnementales reliées à l'opération des infrastructures qui génèrent, transportent et distribuent l'électricité. Et plus particulièrement, il y a deux thématiques principales sur lesquelles la chaire s'est penchée dans les premiers 5 ans de sa programmation. Le premier problème, c'est la restauration des sites perturbés qui mènent à l'érosion des sols. Évidemment, il y a plusieurs activités, que ce soit la création de nouvelles emprises ou de certains travaux qui vont faire en sorte que ça crée un sol à nu. Or, évidemment, la gestion de la végétation, c'est important, je le disais tantôt, pour notamment en dessous des emprises. Et dans un cas comme ça, où il y a une création d'un sol à nu, on va établir un couvert végétal pour notamment résister à l'érosion. Donc, protéger le sol contre l'érosion, belle phytotechnologie, on met un couvert végétal. Et ça se fait principalement par l'ensemencement de semences de plantes herbacées qui vont créer un couvert rapidement pour reverdir et empêcher l'érosion. Maintenant, il y a une problématique importante aussi dans les emprises, c'est qu'il y a des espèces de plantes qui sont indésirables. Et un des gros problèmes, c'est l'établissement par les arbres. Évidemment, quand les arbres atteignent une certaine taille, ils peuvent entraîner des risques d'arc électrique avec les fils de l'emprise. Et donc, Hydro-Québec doit gérer la végétation sur ces milliers de kilomètres d'emprise pour empêcher que certaines plantes, notamment des arbres, atteignent une trop grande taille. Et il y a aussi les plantes envahissantes qui peuvent s'établir. Donc, ça, c'est une problématique de développer, de restaurer les sites perturbés pour faire en sorte non seulement qu'on puisse résister à l'érosion, empêcher l'érosion, mais aussi peut-être à empêcher, à inhiber ou ralentir l'établissement de plantes indésirables. Donc, première problématique. Deuxième problématique, c'est le fait que l'utilisation de poteaux de bois, bien évidemment, quand on utilise du bois, que ce soit pour des poteaux, que ce soit pour votre patio, tous les bois qu'on utilise à l'extérieur, en général, reçoivent des préservatifs pour les protéger contre la décomposition, contre les attaques des champignons, contre les insectes. Et évidemment, ces préservatifs-là peuvent, à la longue, être libérés et produire soit des eaux contaminées ou des sols contaminés. Donc, ces préservatifs, on parle du pentachlorophénol, on parle aussi de métaux lourds, la saignante de cuivre chromaté. Eh bien, les plantes, on le sait par la phytorémédiation, c'est encore une approche qui peut être utilisée pour contribuer à remédier à ce type de problématique-là. Donc, on a nos deux problématiques. Maintenant qu'on a sur quoi la chaire va se pencher, il faut bâtir une équipe. Comment qu'on va travailler sur ces enjeux-là? Eh bien, d'abord, évidemment, la phytorémédiation, ça a ça d'extraordinaire que c'est un domaine qui demande vraiment beaucoup de multidisciplinarité. Hein? Oui, c'est des plantes, mais les plantes, on peut les voir au niveau d'écologie, au niveau de la physiologie, au niveau moléculaire. Il y a aussi les enjeux qu'on a vus, ben, ça demande de l'expertise en qualité de l'eau, sur les sols, et tous évidemment, ces domaines-là deviennent de plus en plus spécialisés, de plus en plus complexes, de sorte que pour solutionner ces problèmes-là, ça demande des collaborations. Et donc, vous avez ici plusieurs collaborateurs à la chaire, plusieurs membres de la chaire avec leur spécialité qui contribuent donc au développement des travaux de la chaire. Notamment, ça se fait, par exemple, par la codirection d'étudiants gradués, entre autres. Donc ça, c'est l'équipe de la chaire. Évidemment, ça prend aussi des étudiants, des gens sur le terrain qui vont réaliser les travaux. Et encore là, l'équipe à la chaire. Bon, des professionnels de recherche, donc ceux qui vont vraiment appuyer les travaux à tous les niveaux, des étudiants. Et ça prend des chercheurs postdoctoraux. On a 2 chercheurs postdoctoraux pendant la chaire.
4 étudiants au doctorat et 3 étudiants de maîtrise ont fait partie de l'équipe d'Achères pendant là, les premiers 5 ans. Et aussi, ben, ça prend de très nombreux stagiaires et techniques. Donc, ça prend vraiment une grosse équipe pour faire le travail. Outre ces équipes, ben, il y a aussi un comité de direction à la chaire. Donc, les membres du comité de direction, ben, c'est des représentants d'Hydro-Québec, des représentants de l'Université de Montréal, des chercheurs, un étudiant, des représentants du CMRS. Et le rôle de ce comité de direction-là, ça se réunit une fois par année. Et ça évalue le progrès scientifique de la chaire, ça revise les activités qui ont été entreprises, ça revise évidemment à s'assurer que le programme de recherche est suivi et que s'il y a des modifications, bien évidemment, ces modifications font en sorte qu'on va atteindre tout de même les objectifs qui avaient été planifiés. Ça revise aussi les rapports annuels, budget annuel, et ça encourage les transferts technologiques. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de monde là, qui sont impliqués dans les travaux de la chaire. Bon. Maintenant, on a notre équipe, on a les enjeux. Je rappelle qu'il y avait 2 enjeux, restauration des sites perturbés, des sols à nu, et la remédiation des sols et des eaux contaminées. Maintenant, ça prend des projets spécifiques pour s'attaquer à ces problématiques-là. Et dans la chaire, on a divisé les enjeux selon 3 axes, c'est-à-dire des projets qui vont être en écologie, des projets qui vont traiter plus d'un aspect écophysiologique et des aspects plus fondamentaux qui vont traiter d'aspects moléculaires ou mycorhiziens. Évidemment, il n'y a pas de barrière très claire dans ces 3 axes-là, mais on les a mis un peu pour mieux visualiser ou comprendre là où on s'en allait. Et à chacun de ces axes va être associé certains projets plus particuliers. Donc, il y a 7 projets qui sont définis ici. Donc, 3 dans l'axe écologie, 2 dans l'axe écophysiologie et 2 dans l'axe 3. Et maintenant, je vais entrer un peu plus en détail dans chacun de ces projets-là et de voir de façon plus spécifique comment on s'attaque à la problématique. Commençons par le premier projet, 1.1 sur la diversité végétale, qui, lui, est un projet qui s'attaque à la restauration des sites perturbés. Donc, ce projet-là, c'est le développement d'un couvert végétal herbacé pour la restauration et pour prévenir l'établissement des plantes indésirables dans les entreprises de transport d'électricité. Comme je disais tantôt, les plantes indésirables dans les emprises, c'est avant tout les arbres. Donc, ici, c'est d'essayer de définir quels sont les critères qu'on devrait utiliser comme mélange herbacé. Quand on ensemence un sol à nu, parce que c'est là qu'est vraiment le gros problème, c'est là, entre autres, que vont s'installer des arbres. Quand on ensemence un sol à nu, quelle sorte de mélange de plantes herbacées qu'il faudrait ensemencer? Et ce projet-là est fait par un étudiant de doctorat, Rolando Trejo, qui est co-dirigé par Pierre-Luc Chagnon et moi-même. Et l'objectif de Rolando, c'est d'évaluer l'effet de la composition du mélange, donc quelles sont les espèces, et de la diversité spécifique et fonctionnelle d'un couvert végétal sur l'inhibition de l'établissement et de la croissance des semis d'arbres. Quand je dis diversité spécifique et fonctionnelle, quand on parle de diversité, souvent les gens vont dire, OK, c'est le nombre d'espèces qu'on met dedans. Plus il y a d'espèces, plus c'est diversifié, puis moins il y a d'espèces, moins ça l'est. Mais en fait, il y a un deuxième volet de la diversité qui est différent, c'est qu'on peut avoir aussi 3 espèces. Par exemple, imaginez une situation où on a 3 espèces. Bien, ça peut être 3 espèces qui proviennent de la même famille et qui se ressemblent beaucoup. Donc, on a 3 espèces, mais où ça peut être 3 espèces qui sont très différentes au niveau de leur mode de croissance ou au niveau taxonomique. Donc ici, on a 2 mélanges qui ont la même diversité spécifique, mais qui sont très différentes au niveau de leur diversité fonctionnelle. C'est ça que ça veut dire. Donc, pour approcher cette problématique-là, pour remplir cet objectif-là, l'approche de Rolando, c'est un projet très ambitieux, qui demandait beaucoup de travail, c'est d'établir des parcelles expérimentales, donc près de 150 parcelles expérimentales, sur un site de l'IREC, donc un site d'Hydro-Québec. Dans ce site-là, ces parcelles-là, qui avaient 2 mètres par 3 mètres, ont été ensemencées de différents mélanges de plantes herbacées et de diversité et de composition très variables.
Donc, on a ensemencé toutes sortes de parcelles. Une fois que ces parcelles-là ont été ensemencées, ensuite, pour vérifier dans quelle mesure les différents mélanges résistent à l'établissement par les arbres, eh bien, dans chacune des parcelles, on a ensemencé des espèces d'arbres, de 2 espèces. Et ça a été fait aussi dans le temps, parce qu'on ne veut pas juste que notre mélange résiste la première année, on veut voir comment ça évolue dans le temps. Est-ce que notre mélange va être encore résistant dans 2 ou 3 ans ou au-delà? Eh bien, cette ensemence-là de semences d'arbres a été faite sur 3 ans. On a aussi mis des plantations de semis d'arbres à l'intérieur de chacune des parcelles, donc pour voir dans quelle mesure les mélanges non seulement inhibaient la germination des semences d'arbres, mais aussi la croissance ou la survie des semis qui auraient pu s'installer. Donc, c'est un travail énorme qui a été fait. Les résultats préliminaires, parce que le projet de Rolando n'est pas terminé, eh bien, les premiers résultats montrent qu'il y a un effet positif, mais faible, de la diversité des mélanges, autant de la diversité spécifique que fonctionnelle, sur la résistance biotique, mais qu'il y a un effet élevé de l'identité des espèces. Donc, la présence de certaines espèces dans notre mélange, peu importe si elle faisait partie de mélanges diversifiés ou non, pouvait avoir un effet inhibiteur important. Et notamment, la verge d'or du Canada et l'Achillée millefeuille ont un effet inhibitoire important et durable sur l'établissement des semis d'arbres. Les travaux de Rolando en ce moment sont en rédaction, mais il y a quand même des suites au projet de Rolando. Il y a des essais à partir des résultats obtenus, il y a des essais qui se font avec des mélanges les plus promoteurs dans certaines emprises. Donc, ça a commencé cette année, notamment une emprise au bout de l'île de Montréal, là, dans Pointe-aux-Prairies, et d'autres essais aussi qui ont été faits dans des emprises de distribution à Laval. Et un autre aspect aussi du projet, c'est que c'est bien beau dire que oui, un mélange avec la verge d'or, ça fonctionnerait bien, mais des semences de la verge d'or, ça ne se trouve pas facilement sur le marché en grande quantité en ce moment. Et donc, il faut voir aussi dans quelle mesure que ces espèces-là peuvent être produites en grande quantité, qu'on peut produire des semences en grande quantité pour que ce soit applicable dans les emprises. Et donc, on a fait des essais de culture et de mode de récolte, notamment pour la verge d'or. Alors ça, c'est donc un premier projet qui fait partie de la chaire. Un deuxième projet, c'est le développement d'un couvert arbustif pour restaurer les emprises. C'est qu'il y a des fois la pression par les arbres qui sont en bordure ou par certaines espèces envahissantes est telle que peu importe le mélange de plantes herbacées que vous allez établir, il va peu résister à cette invasion-là éventuelle. Et donc, on voulait regarder dans quelle mesure, pour certaines applications précises, on ne pourrait pas plutôt établir un couvert arbustif. Sauf que pour établir un couvert arbustif, eh bien, on ne peut pas juste ensemencer des graines d'arbustes. C'est pas comme ça que ça s'établit. Habituellement, c'est des plantations qu'on fait. Mais des plantations, ben là, évidemment, ça coûte cher. C'est beaucoup plus... ça demande plus de main-d'œuvre, ça demande plus de préparation de sol. Et donc, en général, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement. Bien, dans ce cadre de ce projet-là, on a voulu tester une méthode qui a été notamment bien développée par Michel Labrec à l'IRBV. Et c'est d'utiliser plutôt des micro-boutures. Donc, c'est des petits bouts de branches qu'on peut effectivement semer sur le sol. Et avec une préparation de sol minimale, ces boutures-là peuvent former de nouveaux individus sans tous les travaux de plantation habituels. Donc, c'est un projet de maîtrise réalisé par Valérie Desrochers. Et l'objectif était de développer une approche économique pour établir rapidement un couvert arbustif par l'utilisation de micro-boutures. Son approche, eh c'était de faire un essai expérimental de différentes combinaisons d'espèces de saules, parce que c'est le saule jusqu'à maintenant qui est utilisé pour faire des micro-boutures. De faire un test de combinaison avec un mélange de plantes herbacées.
Sans aller dans le détail des résultats, les travaux ont montré qu'il y a effectivement un excellent potentiel des microboutures pour former un couvert arbustif. Et par contre, les travaux de Valérie ont montré qu'il n'y avait pas nécessairement d'effet positif sur la présence de plantes herbacées. Les travaux de Valérie ont été publiés dans un article scientifique publié dans Ecological Engineering. Et la suite du projet actuel à ça, c'est qu'on fait, en ce moment, il y a des essais qui se font pour faire varier la densité des microboutures qu'on va implanter. Parce qu'évidemment, si on veut réduire les coûts, les microboutures, ça a quand même un certain coût. Bien, on veut voir dans quelle mesure jusqu'où on peut réduire la densité des microboutures qu'on va ensemencer pour avoir quand même un résultat efficace dans la formation de notre couvert arbustif. Et il y a aussi un essai pilote qui se fait pour la formation d'une barrière arbustive en bordure d'une emprise en ce moment dans la région de Sainte-Julienne. Donc, c'est un travail aussi qui a commencé cette année. On reste toujours dans l'axe écologie, mais cette fois-ci, on va plutôt dans la problématique des sols contaminés. Et le projet 1.3, c'est d'utiliser la complémentarité fonctionnelle chez les végétaux pour optimiser la phytorémédiation des sols à contamination mixte. C'est qu'en général, quand on fait de la phytorémédiation, c'est quand on veut dépolluer un sol ou stabiliser les polluants qui sont dans un sol par l'utilisation des végétaux, soit par de la phytoextraction, donc les polluants qui sont accumulés dans les portions de la plante, ou soit simplement par l'immobilisation de ces polluants-là à l'intérieur des tissus végétaux, même souterrains, ou par des changements chimiques au niveau du sol qui font en sorte que les polluants sont décomposés, si c'est des polluants organiques, ou qui sont davantage neutralisés, donc rendus moins mobiles si ce sont des métaux lourds. En général, la phytomédiation, ça se fait beaucoup par l'établissement de monocultures, par des plantes qui sont reconnues pour être efficaces. Comme c'est un aspect écologique, le projet d'Anne, c'était de voir dans quelle mesure une combinaison d'espèces était meilleure que chacune des deux espèces prises individuellement. Donc, c'est une tendance qui, lui, commence à avoir des travaux dans le domaine de la phytorémédiation. Et l'objectif plus précis de son projet, c'était d'évaluer le bénéfice d'une combinaison de deux espèces, Salix intérieur et Trifolium repens, pour la restauration et la phytorémédiation des sols à contamination mixte, c'est-à-dire des sols qui étaient contaminés à la fois par des contaminants organiques et des éléments traces. Son approche, c'était de faire des expériences en pot de différentes combinaisons, donc des pots avec des monocultures, d'autres avec notre combinaison de deux espèces, dans des sols parfois contaminés, des sols non contaminés. Et ça s'est fait dans les serres expérimentales de l'IRBE. Ça aussi, c'est un projet qui demande beaucoup de travail. Il faut s'assurer évidemment que la contamination est la même et celle recherchée dans chacun des pots. Anne va suivre la croissance des plantes, évaluer à la fin la biomasse, évaluer comment les métaux lourds, par exemple, ont été accumulés dans les différents tissus végétaux. Et donc, un travail quand même assez exigeant. Les résultats, brièvement, les résultats de ces travaux montrent qu'il n'y avait pas de gain en biomasse totale dans la plantation mixte. Donc, il n'y avait pas une plus grande biomasse quand on le mettait les deux ensemble que quand on avait une et l'autre. Mais, et ça a été une surprise intéressante, il y avait une plus grande concentration en éléments traces dans les tissus végétaux qui étaient en plantation mixte comparativement aux monocultures. Et il y a certaines hypothèses pour expliquer ça, mais on n'est pas certain du pourquoi, mais c'est sûr que le fait que cette concentration plus élevée encourage donc quand même l'utilisation de plantations mixtes plutôt que de monoculture. Et les travaux d'Anne ont aussi été publiés dans la revue International Journal of Phytoremediation récemment. Une suite au projet d'Anne a été un projet qui a été fait par Sarah Yavari, qui est chercheur postdoctoral sous la direction de François Courchaine et de moi-même, et qui voulait voir dans quelle mesure
une fertilisation du sol pouvait aider la phytorémédiation, toujours dans un système à deux espèces. Ça a l'air simple de dire. Évidemment, les sols, souvent qu'on veut, qui sont contaminés, sont aussi souvent des sols qui sont pauvres. Souvent, ça peut être des remblais ou des technosols ou des sols qui ont été compactés et souvent qui sont pauvres, évidemment, en matière organique. Donc, évidemment, si on fait de la fertilisation, ben, les plantes vont pousser mieux et donc vont faire le meilleur travail. Mais ce n'est pas aussi évident que ça, parce que des fois, en fertilisant, on peut augmenter le lessivage des contaminants qu'on veut traiter. Et aussi, il faut trouver la bonne combinaison de fertilisants pour à la fois faciliter la croissance des plantes, faciliter la phytorémédiation, mais ne pas non plus encourager le lessivage. Et donc, le projet de Sarah était d'évaluer l'effet de la fertilisation sur le potentiel de phytorémédiation dans le système de deux espèces, comme je le disais tantôt. Et son approche, c'était aussi une approche expérimentale en mésocosme avec des sols contaminés fertilisés selon différents ratios d'azote et de phosphore. Ces résultats ont montré que le meilleur niveau était une application 1,1 d'azote-phosphore parce que ça augmentait la phytoextraction des métaux toxiques dans le sol, mais ça produisait aussi moins de lessivage de ces éléments traces-là. Alors qu'il y avait d'autres ratios, comme le ratio 3,1, qui aussi augmentait la phytoextraction, mais aussi qui augmentait le lessivage. Donc, les résultats des travaux de Sarah ont été soumis à une revue et c'est en ce moment en évaluation dans Environmental Science and Pollution Research. Maintenant, on passe au deuxième axe des travaux de la chaire, les travaux qui sont plus au niveau de l'écophysiologie. Et un de ces projets-là, c'est un projet de Philippe Heine, qui était sous la co-direction de Michel Abrec, de professeur Zagouri de l'École polytechnique et de moi-même. Et c'est de faire des essais sur les plantes indigènes du Québec pour la phytorémédiation des sols contaminés. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur la phytorémédiation, mais la plupart ont été faites par des espèces qui ne sont pas nécessairement indigènes au Québec. Et évidemment, quand on fait un site pour de la phytorémédiation, on aimerait avoir des bénéfices secondaires, notamment de favoriser la biodiversité. Et pour ça, ben, c'est mieux d'utiliser des espèces indigènes quand on le peut, sauf qu'on connaît peu leur potentiel au Québec. Et donc, le projet de Philippe, c'était un peu de faire du screening, là, excusez l'expression, là, parmi des espèces qu'on pourrait penser prometteuses, et aussi donc de les tester dans un sol contaminé. Et encore là, c'est des sols qui ne sont pas faciles pour deux raisons. Dans ce cas-ci, il y a deux stress. Le stress du technosol comme tel, j'en ai parlé tantôt, même sans contamination, souvent les sols qu'on traite, ce sont des sols qui sont très pauvres, qui peuvent s'assécher rapidement, qui sont peu de matière organique, etc. Donc, il y a un stress là. Et le deuxième stress, c'est en plus quand il peut y avoir une contamination. Donc, l'approche par Philippe, ça a été de faire des espèces ligneuses en conditions expérimentales sous les deux stress, c'est-à-dire des fois, ça peut être des technosols non contaminés pour voir dans quelle mesure ces espèces-là résistaient à ces conditions-là, et en plus, dans les cas de sols contaminés. Ben, ces travaux ont montré quelque chose d'intéressant, c'est qu'évidemment, dans tous les cas, les espèces qui ont été testées résistaient mieux dans un sol non contaminé que dans un sol contaminé. Mais quand on met les rangs de ces espèces-là dans les deux conditions, ben, on s'aperçoit qu'il semble y avoir une relation inverse entre la performance des espèces dans un technosol non contaminé et leur tolérance à la contamination. Je m'explique. Les espèces, ici vous avez la tolérance au technosol non contaminé. Donc, plus on s'en va par là, plus c'est des espèces qui faisaient bien. Et ici, c'est même un rang, cette fois-ci dans les sols contaminés. Et on s'aperçoit qu'il y a des espèces qui pouvaient faire très bien dans les sols non contaminés. Par contre, ces espèces-là, à la contamination, n'étaient pas de résister. Alors qu'à l'inverse, dans des espèces qui faisaient très bien. Mais par contre, en termes de rang,
il faisait moins bien que les autres. Donc, ce que ça semble vouloir promouvoir ici, c'est le fait que dans un site de technosol, où la contamination peut être variable selon la localisation, c'est encouragé de mettre une diversité d'espèces. À ce moment-là, on couvre un peu toutes les situations. Ceci étant dit, il y avait 2 espèces, Sambucus pubens et Salix baebiana, qui offraient le meilleur compromis en termes de performance dans les 2 conditions. Les travaux de Philippe sont en évaluation en ce moment dans la revue Clean Soil Air Water. Un autre projet fort intéressant, cette fois-ci, c'est sur le traitement des lexivia contaminés. Et ce projet, ça a été un projet de Chloé Fredette, que vous reconnaissez parce que c'est elle qui a ouvert la session, qui a fait la présentation de ce webinaire, et sous la co-direction d'Yves Como de l'École polytechnique et de moi-même. Et là, c'est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure on a un marais filtrant. Évidemment, il y a très peu de méthodes de traitement d'eau qui vont complètement éliminer le polluant ou la contamination. Absolument, on essaie de la réduire à un niveau faible et acceptable. Mais quand ces normes-là sont extrêmement sévères, ça peut être très compliqué, très coûteux de traiter cette eau-là. Et dans ce cas-ci, le travail de Chloé, c'était d'explorer dans quelle mesure on peut faire un marais qui est suffisamment grand pour que l'eau qu'on veut traiter, en fait, n'en sorte jamais parce qu'elle est complètement éliminée par évapotranspiration. Et à ce moment-là, les contaminants vont soit rester dans le marais ou être dégradés dans le marais, mais il n'y a pas d'eau qui va aller polluer l'environnement. C'est un projet qui, son objectif, c'est de déterminer les procédures de gestion d'eau, storage, débit, pardon, d'un lit filtrant de sol à effluent nul. C'est compliqué parce que si c'est un lexivia, il peut y avoir beaucoup d'eau s'il y a beaucoup de pluie, puis moins d'eau certaines années. Puis là, quelle est la taille du marais qu'il faut pour ça? C'est complexe. Donc, son approche, ça a été une combinaison d'exercices de modélisation, d'essais en serre et de mesures d'évapotranspiration du sol soumis à un lexivia contaminé pour essayer de déterminer ces procédures-là. Les résultats, c'est effectivement le montrer par ces travaux que ça avait un grand potentiel d'utilisation et non seulement pour le traitement des lexivia d'eau contaminée par les produits de protection du bois, mais en fait pour n'importe quel type de lexivia. Et donc, c'est vraiment une approche qui a vraiment un grand potentiel d'application. Ces travaux, jusqu'à maintenant, certaines parties de travaux ont été déjà publiés dans 3 revues scientifiques, puis il y en a un autre qui est en préparation. Mais je ne vous donne pas plus de détails parce qu'il y en a beaucoup à venir. Chloé va nous présenter un webinaire à la SQP. Donc, le prochain webinaire de la SQP va être le 15 janvier 2021 et ça va être entièrement dévoué aux lits filtrants à effluent nul ou aux marais à effluent nul. Et donc, mettez ça dans votre calendrier. Je vous invite à ce webinaire-là. Les 2 derniers projets que je vais vous présenter sont de nature un peu plus fondamentale, mais c'est d'essayer de voir, de comprendre dans un cas pourquoi certaines espèces d'arbres vont envahir les emprises, ou dans l'autre cas, comment ça se fait que certaines espèces vont mieux résister à la contamination du sol et comment ça se passe au niveau plus moléculaire. Donc, c'est des travaux qui sont un peu plus de manière fondamentale, ce qu'une chaire permet de faire, donc à la fois d'y aller dans des travaux applicables à plus court terme et d'autres qui me permettent de comprendre des choses qui peuvent permettre éventuellement des applications à plus long terme. Le premier, c'est la résistance biotique à l'invasion par les arbres en relation avec les communautés mycorhiziennes. C'est un projet de doctorat de Vlad Paraskevy qui est fait par la co-direction de Étienne Laliberté, Pierre-Luc Chagnon et moi-même. Et la base de son projet, c'est que les communautés mycorhiziennes, souvent quand on regarde les facteurs qui font en sorte que certaines espèces d'arbres vont s'établir en milieu ouvert dans les emprises, on regarde leur tolérance à l'ombre, on regarde ce qui se passe au-dessus du sol. Mais en fait, de plus en plus en écologie, ce qu'on s'aperçoit, c'est ce qui se passe en dessous du sol.
importance, et notamment la communauté mycorhizienne, donc les champignons qui font des associations avec les plantes. Eh bien, ces communautés-là peuvent avoir aussi une grande influence sur quelles espèces vont s'établir ou ne pas s'établir. Et notamment dans les emprises, c'est-à-dire dans les plantes herbacées, sont de façon majoritaire des plantes arbusculaires, alors que les espèces d'arbres sont plus des plantes qui vont établir des relations avec des ectomycorhizes. Et ça veut peut-être dire qu'il y a certaines espèces qui peuvent ou ne peuvent pas s'établir dans les emprises, non pas à cause de la lumière, mais à cause de la communauté arbusculaire ou à cause des racines là, des arbres ou d'autres, des traits racinaires de ces certaines espèces-là. Donc, c'est de regarder ce qui se passe dans le sol et c'est vraiment le projet, ou je dirais la mission ambitieuse là, sur laquelle travaille Vlad. Donc, c'est de déterminer dans quelle mesure le succès d'établissement des arbres en emprise est influencé par les traits racinaires et leur relation avec la communauté mycorhizienne présente. Bien, son approche, il y a plusieurs approches dans le projet de doctorat de Vlad. D'abord, il a fait des études comparatives de systèmes racinaires et de communautés microbiennes associées chez des semis d'arbres qui sont récoltés en emprise et en forêt. Donc, c'est vraiment observationnel, c'est-à-dire on va en forêt, on va dans l'emprise et on compare les systèmes racinaires et les communautés microbiennes. Évidemment, ça se fait aussi avec du séquentage d'ADN pour identifier là, notamment toute la communauté microbienne autour des racines. Dans ces approches aussi, il y a des expériences de croissance en pot avec des sols inoculés par différentes sources. Donc, il fait pousser plusieurs espèces d'arbres. Certains ont été inoculés avec des sols qui proviennent de forêts, d'autres avec des sols qui proviennent des emprises pour voir quelle est vraiment l'influence de la source d'inoculum sur le succès de ces arbres-là. Et il y a aussi des expériences sur le terrain avec des systèmes d'exclusion d'IF. Donc, il fait pousser des semis d'arbres avec des tubes dans le sol. Certains tubes ont été percés de sorte qu'il peut y avoir de passage des ifs entre les plantes herbacées autour et l'arbre au centre et d'autres non, pour voir vraiment sur le terrain, encore là, le lien entre les relations des mycorhizes et des arbres. Et évidemment, c'est un projet qui est en cours, mais il y a quand même certains résultats préliminaires qui montrent une grande plasticité des traits racinaires, effectivement, dans la collaboration des champignons mycorhiziens selon le lieu. Il y a un exemple ici avec l'érable rouge où il montre que selon qu'on est en forêt ou selon qu'on est en champ, bien, il y a toutes sortes de caractéristiques des racines qui vont être différentes et de la colonisation arbusculaire aussi qui vont être différentes. Donc, il y a beaucoup de résultats à venir plus tard. Et le dernier projet de la chaire, c'est un projet fait par Adrien Frémont sous la co-direction de Frédéric Pitre et de moi-même et qui regarde la production d'exsudats racinaires et l'activité de phytorémédiation. Donc, les racines libèrent toutes sortes de molécules organiques qu'on appelle les exsudats racinaires, donc à proximité des racines, et ça fait toutes sortes d'impacts. Ça peut faciliter l'accès aux nutriments de la plante, donc en libérant certains exsudats, notamment des acides organiques, la plante va avoir un meilleur accès au phosphore. Ça a une influence importante sur toutes les communautés microbiennes aussi à proximité des racines. Et on sait que ces communautés-là vont à leur tour jouer un rôle notamment sur la phytorémédiation. Et ça peut jouer aussi un rôle peut-être sur la tolérance des espèces d'arbres ou de plantes herbacées à certains contaminants. Donc, le projet d'Adrien, son objectif, c'était de déterminer le profil d'exsudation racinaire chez certaines espèces couramment utilisées en phytorémédiation. Donc, quelle sorte de produits vont exsuder ces espèces-là et comment une contamination peut influencer l'exsudation racinaire chez une de ces espèces, entre autres, et de voir aussi comment cette exsudation-là peut aussi jouer un rôle dans la communauté microbienne. Il y a une variété d'approches qui est utilisée par Adrien. Il y a des expériences en serre et en chambre de croissance qui se font sous différents niveaux de contamination. Donc, une expérience ici avec différents niveaux de contamination d'arsenic notamment. Il va déterminer, évidemment, un des gros défis, c'est de déterminer le profil
le profil donc, des composés d'exudes racinaires, et ça se fait par des analyses de colorimétrie, donc moléculaire, de colorimétrie ou de chromatographie liquide à haute performance. Et aussi, il va y avoir des analyses d'ADN sur les communautés microbiennes associées. Ça aussi, c'est un projet qui est en cours, mais déjà, il y a certains résultats qui sortent du projet d'Adrien. Notamment que, comme on pouvait s'y attendre, le profil exudatif varie selon l'espèce de plante. Donc, chacune des plantes va rejeter des exudes racinaires différents. Et aussi, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce profil-là va varier selon le niveau de contamination. Donc, quand on regarde l'exude racinaire de plantes dans des sols contaminés versus non contaminés, on s'aperçoit que les exudes racinaires sont un peu différents. Donc, ça aussi, c'est des travaux qui sont en cours. Bon, ça, c'est les travaux de la chaire. Maintenant, j'aimerais brièvement quand même dire que, outre que les niveaux qui sont en phytotechnologie qui sont directement reliés à la chaire, il y a aussi d'autres travaux dans mon laboratoire qui ne sont pas directement financés dans la chaire, mais le fait qu'ils se font dans la même équipe, bien, tout le monde y gagne. C'est-à-dire qu'à la fois, ceux qui font des projets de la chaire bénéficient des échanges avec les autres projets et vice-versa. Il y a 3 projets, notamment en phytotechnologie, dans mon laboratoire. Un sur l'impact de la gestion de la végétation sur la qualité de l'eau de ruissellement en fossé de drainage autoroutier. Donc, on regarde, on capte l'eau après des pluies, on capte l'eau à différentes hauteurs d'un fossé de drainage. Et aussi, ces endroits-là subissent différentes modifications de la végétation, puis on regarde dans quelle mesure ça a une influence sur la qualité de l'eau. C'est un projet qui est fait en collaboration avec Daniel Dagenet de l'École d'architecture du paysage de l'Université de Montréal et Margit Koiv-Vanik, qui est de l'Université de Tartu en Estonie. Un autre projet, c'est en phytotechnologie, c'est l'atténuation de la pollution d'origine agricole par des ouvrages végétalisés, donc des marais filtrants. Et ça aussi, c'est un projet avec Margit et Sébastien Sauvé. Et il y a 2 étudiants de maîtrise, Khalil Abbas et Olivier Bouchier-Carrier, qui mesurent comment, quand on alimente les marais filtrants avec certains polluants agricoles, en fait des pesticides, est-ce que les marais filtrants sont efficaces à épurer cette eau-là? Puis finalement, un dernier projet où on a un étudiant de doctorat, Henri Béral, qui regarde l'effet de la performance des plantes en biorétention, donc dans la gestion des eaux pluviales urbaines en climat froid. Donc, quel est l'impact, par exemple, quand on met du sel l'hiver, etc., sur les biorétentions. Donc ça fait un peu un survol à la fois des travaux de la chaire et des travaux aussi en phytotechnologie dans mon laboratoire. Bon, une des missions, évidemment, de ces projets-là, notamment ceux de la chaire, c'est d'essayer de faire progresser la science et les connaissances, mais aussi de diffuser cette information-là. Comme on l'a vu, cette diffusion se fait à partir d'articles scientifiques qui sont publiés dans des périodiques internationaux, mais aussi par des présentations dans des conférences internationales, nationales, provinciales. Et ça, évidemment, avec la COVID, il y a une grosse... évidemment, on est en retard là-dessus. Il y avait plusieurs conférences qui étaient prévues cette année qui ont été annulées. Mais aussi, et ça, on fait aussi de l'éducation au niveau de la vulgarisation scientifique. Donc, on essaie aussi de parler de ces travaux-là, parler de la recherche à travers des articles, notamment dans des revues comme Le Quatre Temps, comme Québec vert, puis aussi le site web. Donc, il y a un aspect de diffusion qui est important. Il y a un aspect aussi de formation. Donc, dans une chaire, la formation des étudiants, c'est une mission qui est très importante. On a parlé des 7 étudiants qui travaillent sur la chaire. 4 d'entre eux ont fini, 3 continuent leurs travaux. Bon, voilà, ça fait le tour un peu de la chaire, mais je voudrais terminer d'abord, évidemment, en revenant ou en soulignant le travail énorme que font les étudiants et les professionnels de recherche pour mener ces travaux. Donc, c'est des travaux qui sont des fois qui sont répétitifs, fastidieux, qui demandent une minutie, un contrôle,
une concentration importante. Et pour ça, l'équipe là, qui travaille sur la chaire est vraiment une équipe formidable. Et plus encore, et je veux souligner là, beaucoup là, leur courage et leur persévérance à cause des conditions imposées par le COVID la dernière année. Donc, les étudiants qui sont là en cours ont vraiment soulevé le défi de continuer leurs travaux, continuer leurs recherches malgré les problèmes. Évidemment, je souligne encore le fait que des travaux de la chaire comme ça demande des expertises très variées. Et donc, il y a beaucoup de chercheurs et de professeurs qui contribuent à la chaire de façon importante et sans lesquels ces travaux-là ne pourraient pas être faits avec succès. Puis pour terminer, bien évidemment, je dois souligner là, vraiment la contribution importante là, de ceux qui encouragent la chaire, entre autres Hydro-Québec. Hydro-Québec nous appuie beaucoup, a confiance dans les solutions phytotechnologiques et encourage la recherche. Et donc, la collaboration avec Hydro-Québec est formidable. Beaucoup de gens d'Hydro-Québec avec qui on a une relation André Gauvreau, François Aube, Daniel Boudreau au tout début, Chantal Gaudreau, Normand Lassière qui était là, Mathieu Tremblay et d'autres que j'oublie certainement. Là, vraiment, là, on les remercie beaucoup. Le CRSNG, je répète aussi, a une contribution importante. Le programme de chaire, il y a eu une fin au programme de chaire, il va se continuer sous une autre forme et on espère évidemment continuer. Puis évidemment, le CMRS, l'Université de Montréal, l'Institut de recherche en biologie végétale, tout ça a permis là, le succès des travaux de la chaire jusqu'à maintenant. Alors voilà, c'est terminé. Je ne sais pas si on a un petit peu de temps pour des questions. En fait, ce qu'on va faire, je crois, si tu es d'accord avec ça, c'est que je vais faire mon petit pitch de fermeture, si tu veux, puis on pourrait prendre des questions par la suite, parce que normalement, on essaye de finir à 11 heures là, pour les gens qui auraient d'autres rendez-vous après ou quoi que ce soit, mais je trouverais ça dommage qu'on ne puisse pas répondre à au moins quelques questions. Il y en a déjà plusieurs dans le chat. Donc voilà, merci beaucoup Jacques pour cette superbe présentation, très bien vulgarisée, c'était vraiment super intéressant. Même moi qui connais très bien les travaux de la chaire, j'ai été super intéressée de voir tous les résultats. Puis d'ailleurs, je trouvais ça intéressant de mentionner certains articles de vulgarisation. Pour ceux que ça intéresserait, là, je tiens à vous dire que sur le site web de la SQP, il y a certaines de ces publications-là qui sont disponibles pour la lecture, autant scientifique que de vulgarisation. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Puis là, Jacques, tu m'as un peu volé le punch, mais c'est très bien. On peut vous annoncer qu'il va y avoir des webinaires encore avec la SQP en 2021. Et comme le disait Jacques, donc c'est moi qui aurai le plaisir d'animer le prochain webinaire le 15 janvier prochain concernant l'utilisation des marais à effluents nuls comme solution de gestion de l'eau contaminée in situ. Donc, je voulais revenir aussi brièvement sur les avantages de devenir membre de la SQP. Pour ceux que ça intéresserait. Donc, comme je le disais, vous allez avoir évidemment accès à la rediffusion des webinaires qu'on vous présente, mais aussi, justement, vous avez accès à la lecture de différentes publications sur lesquelles ont collaboré les membres du CA de la SQP. Donc, des publications scientifiques, d'articles de vulgarisation. Vous avez accès à toutes les présentations PowerPoint des conférenciers, des colloques antérieurs, des années antérieures. Donc, c'est vraiment une mine de formation exceptionnel. Vous avez des rabais sur des activités des associations partenaires, sur certaines de nos activités payantes. Donc, c'est les principaux avantages. Vous avez aussi accès à un bottin d'entreprise dans le secteur des phytotechnologies. Puis, bien évidemment, l'argent de votre cotisation, qui est d'ailleurs juste 35 $ plus taxes, pour ceux qui se le demanderaient, bien évidemment, ça aide la SQP à maintenir ses activités. Donc, avant de passer à la période de questions, je vais remercier encore une fois nos partenaires financiers. Donc, Ramea Phytotechnologies, les membranes Hydrotech, Rousseau-Lefebvre, Espace pour la vie et l'Institut de recherche en biologie végétale. Donc, merci tout le monde pour votre participation. On va passer aux questions. Alors, il y en a certaines auxquelles tu as déjà répondu. Donc, j'ai Martin Lafrance qui demandait justement s'il y avait d'autres projets qui mijotaient dans ton labo, par exemple, par rapport au bassin de rétention des eaux pluviales. Donc, ça, je crois que tu en as parlé. J'ai Emmanuel Demers qui demandait c'est quoi les espèces d'arbres qui ont été assemencées et plantées dans le projet de Rolando?
Dans le projet de Et donc, les Rolando. deux espèces là, qui étaient nos espèces un peu cibles, c'est le projet de Rolando, c'est le projet en emprise où on établissait des systèmes herbacés, puis on mettait des semences d'arbres pour voir dans quelle mesure là, nos espèces herbacées résistaient à l'invasion. On a pris deux espèces qui sont problématiques dans les emprises et qui sont très différentes d'une certaine façon. C'est le bouleau gris et l'érable rouge. Donc, une espèce à grande production de semences, une espèce de début de succession, une espèce qui, par contre, peut avoir a besoin de beaucoup de lumière, et une espèce un peu plus compétitive, comme l'érable rouge. Bien, merci. J'ai M. Ramdani qui demande où on pourrait s'approvisionner en micro-boutures. Ben, les micro-boutures, en ce moment, c'est une approche expérimentale encore. Donc, il n'y a pas un endroit où on peut acheter des micro-boutures sans en faire une demande express. C'est-à-dire que si vous demandez, ben, écoutez, moi, j'ai besoin de boutures de saule de 3 cm ou 4 cm de long, tout ça, on va vous en faire, mais pour le moment, c'est expérimental. Donc, ce n'est pas une approche qui est répandue, là. Je vous dirais d'attendre, avant d'établir des micro-boutures, je vous dirais encore un petit peu d'attendre là, qu'on fignole un peu plus l'approche. On est encore dans les recherches là-dedans. Peut-être qu'on peut ajouter aussi, si jamais c'est pour une plantation qui n'a pas lieu, qui n'a pas trait à la phytorémédiation comme telle, là, il y a plusieurs pépinières qui offrent des boutures de saule, je suis certaine. Là, donc, Ah oui, pour des boutures de saule, ça, il y a plusieurs... mais il n'y a pas tous les saules qui ont été testés pour faire des micro-boutures avec un succès, donc il faut demander. Ouais. Très bien. J'ai M. Raymond qui demande, quand on fait de la phytorémédiation de sites contaminés, est-ce qu'éventuellement on retire les plantes après une certaine période de temps ou c'est fait pour les laisser dans l'environnement? Bon, ça dépend beaucoup. Il y a des plantes qu'on va établir. Par exemple, si c'est un sol qui est contaminé avec des contaminants organiques. Donc, là, ce qu'on veut surtout, c'est que les plantes soient là pour aider les communautés microbiennes du sol à décomposer. Et donc, ces espèces-là, on peut les laisser là. Par contre, il y a certains cas où on peut établir certaines espèces qui sont connues pour faire de la phytoextraction, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher dans le sol des métaux lourds, les accumuler dans leur portion aérienne. Bien évidemment, si on laisse les plantes mourir là, puis retourner au sol, on n'a pas rempli la mission. Donc oui, c'est là, quand on fait de la phytoextraction, il faut les retirer, mais c'est beaucoup plus facile après de se débarrasser de ce volume-là de plantes en les brûlant, en les brûlant notamment, tout ça, que d'essayer d'aller chercher les polluants dans le sol. Et dans d'autres cas, on veut stabiliser le sol, empêcher que ces métaux-là soient mobiles ou entrent dans... Et à ce moment-là, il peut y avoir très peu de phytoaccumulation dans les portions aériennes. À ce moment-là, il n'y a pas nécessairement de raison de les récolter. Bien. J'ai Guillaume Roy qui demande, dans le cas des micro-boutures, si vous avez envisagé le soufflage de celles-ci avec un amendement de compost, un peu comme l'hydroensemencement qui se fait en bordure d'autoroute. Absolument. On regarde parce que si on fait juste déposer les micro-boutures sur un sol à nu minéral, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Donc, dépendant de la qualité du sol qu'on a, il y a des endroits où il faut faire un certain amendement et on essaie justement de voir. Pour le moment, c'est expérimental, donc on l'a fait à la main, mais on pense que si c'était une technique qui était appliquée à grande échelle, il faudrait trouver des modes d'ensemencement qui seraient plus faciles. J'ai Normand Lecière, que tu as mentionné tout à l'heure, qui est un collaborateur de la Cherche, qui pose, selon moi, la question qui tue. Est-ce que la chaire a été renouvelée pour un autre 5 ans? Bonjour Normand, d'abord, ça fait plaisir là, de savoir que tu es là. On est en ce moment, justement, en développement avec Hydro-Québec à une programmation de recherche là, pour la suite et pour une demande de financement pour la continuation des travaux de la chaire. Maintenant, le programme de chaire industrielle CRSNG
comme je dis, j'ai demandé, a été abandonné ou en fait a été transformé. Maintenant, c'est un programme qui s'appelle Alliance, qui est plus général. Et donc, on a confiance, évidemment, qu'on va pouvoir continuer les travaux de la chaire avec une programmation un peu différente, mais il va falloir changer le nom. On ne pourra plus l'appeler chaire industrielle CRSNG Hydro-Québec en phytotechnologie. Il va peut-être falloir dire juste chaire Hydro-Québec en phytotechnologie ou d'autres choses. Mais oui, effectivement, bien sûr, on est en développement pour la continuation des travaux de la chaire. Super. Monsieur Camus nous demande si on va avoir accès là, à un fichier PDF de la présentation. Je vous dirais, ça, c'est pas encore... on rediffuse l'enregistrement de la conférence. Pour ce qui est du fichier PDF, je vous inviterais peut-être à nous contacter, soit M. Brisson, soit la SQP à info@phytotechno.com. On verra à ce moment-là là, si on distribue le PDF de la présentation ou pas. Sur ce, Jacques, est-ce que tu es disponible pour encore quelques questions? Parce qu'il y en a encore dans le chat. Là, je ne sais pas. Ben, écoutez, oui, s'il y a encore des personnes okay. qui... oui. Super. Ben, j'ai Mme Marie-André Plouin qui nous demande est-ce que tu pourrais rappeler c'était quoi la piste expliquant l'augmentation d'absorption des contaminants lorsqu'on combine le saule et le trèfle? Ouais. Donc, ça fait référence là, à comment ça se fait que quand on combine des espèces, il semblerait que leur accumulation en contaminant est plus élevée que quand ils poussent seuls. Ben, comme j'ai dit, on n'a pas la raison, on ne sait pas. Une des pistes, ce serait peut-être justement par rapport aux exudats racinaires, par exemple. Il y aurait peut-être des exudats qui faciliteraient la disponibilité et donc l'extraction. Mais comment se fait cette relation-là? Comment se fait que les deux espèces en combinaison peuvent avoir juste la bonne recette pour augmenter ça? Ça reste à déterminer. Là. En fait, c'est un résultat qui est très intéressant, là, auquel on ne s'attendait pas. J'ai Isabelle Aullaire qui demande si tu as des projets, si vous faites des projets en collaboration avec des entrepreneurs en service de phytoremédiation. En service de phytoremédiation, dans mon cas, non. Pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de services de phytoremédiation au Québec. Hein. Ce n'est pas quelque chose là, qu'il y a des entreprises, là, je pense aux États-Unis, il y a peu d'entreprises spécialisées en phytoremédiation au Québec. Il commence à en avoir, là, évidemment, on en a parmi nos commanditaires. Mais à ce moment-là, je m'adresserais plus à quelqu'un comme Michel Labrec, qui fait aussi des travaux de phytoremédiation et qui établit des collaborations là, avec des entreprises. Très bien. J'ai Mustapha Ramdani qui pose une autre question, je pense, qui va t'intéresser, Jacques, parce que je sais que tu as travaillé beaucoup là-dessus. Il demande, prévoyez-vous des projets de recherche pour la décontamination des sols infestés par les racines des plantes nuisibles envahissantes telles que le roseau commun ou la renouée du Japon? Oui, bien, écoutez, il y a beaucoup de mes travaux de recherche qui ont effectivement, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, là, mais notamment un peu plus dans le passé, j'ai fait beaucoup de travaux de recherche sur les plantes envahissantes et notamment le problème des plantes envahissantes est toujours plus grand après une perturbation. Hein. C'est vrai pour le roseau commun, c'est vrai pour la renouée aussi. Donc, j'ai fait des travaux et j'en fais encore un peu sur la restauration des sols après perturbation pour prévenir l'invasion de ces espèces-là envahissantes. Donc, oui, il y a des travaux même publiés là-dessus, quelle sorte de mélange d'espèces qu'il faut établir, par exemple, sur un sol à nu pour prévenir l'invasion du phragmite, et aussi quelle sorte, est-ce qu'il y a des barrières végétales qu'on pourrait avoir pour essayer au moins de freiner la progression de certaines de ces colonies. Donc oui, il y a des travaux qui se font là-dedans. Bon. Peut-être l'objet d'un autre webinaire. Oui. J'ai deux commentaires que je vais te lire, puis ensuite, peut-être deux dernières questions. Après ça, je pense qu'on va arrêter là, pour que tout le monde puisse reprendre ses activités. J'ai Gilles Vincent, que d'ailleurs, je suis très contente qu'il soit avec nous aujourd'hui, qui mentionne qu'au Jardin botanique de Shenshan, à Shanghai, en Chine, ils ont testé l'utilisation de différents types de compost et d'agents de chélation avec des micro-coutures de sol, ce qui donnait des résultats préliminaires très intéressants. Donc, super intéressant à savoir. Bonjour Gilles, puis effectivement, il y a dans les travaux, effectivement, les travaux de Gilles à Shenshan, puis les travaux de Michel ici, là, donc les microboutures ont été vraiment développées là, par ces équipes-là, là, absolument. Puis, je pense que c'est un autre de tes collaborateurs, Michel Mensch,
qui nous dit que tout dépend, je pense que là, c'est un commentaire Bonjour, Michel. oui, par rapport à l'interaction entre le sol et le trèfle, qui dit que tout dépend du sol et de son pH, que la fixation d'azote atmosphérique par les légumineuses peut acidifier localement le sol de la rhizosphère et donc augmenter la quantité de zinc en solution dans le sol, par exemple, ou encore modifier les communautés microbiennes. Donc, ça pourrait être une piste par rapport à l'interaction des deux plantes. Je mentionne que je suis honoré de savoir et que Michel Mensch, qui est vraiment un grand expert international dans le domaine, ait assisté à la conférence. Je suis content de l'avoir su juste après, parce que j'aurais été sans doute intimidé de le savoir d'avance. Bonjour, Michel. J'ai Marie-André Blouin qui demande si tu peux juste réexpliquer rapidement c'était quoi le résultat de la tendance inverse là, dans les résultats de Philippe Hain. OK. Ce que je voulais dire, c'est que, donc je rappelle qu'on testait la résistance finalement des espèces indigènes à 2 stress. Le stress d'être dans un sol technosol, donc très pauvre, peu de matière organique, etc. Et le stress additionnel que ce sol-là soit contaminé. Donc, quand on regardait les 9 espèces qu'on a testées, c'est certain que dans l'ensemble, toutes les espèces faisaient mieux dans le technosol non contaminé que dans le technosol contaminé. Maintenant, si on met un ordre, c'est-à-dire dans le technosol non contaminé, quelles sont celles qui font le mieux versus celles qui font un peu moins bien en termes de rang? Et quand on regarde la même chose du côté des sols contaminés, on établit aussi un rang. On aurait pensé, nous, à l'origine, que la position d'une espèce, dans les 2 cas, aurait été à peu près la même. C'est-à-dire que les espèces qui résistent bien au stress du technosol sont aussi celles qui vont résister mieux à la combinaison technosol et contamination. Mais comme on a vu dans le résultat, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc, en termes de rang, les espèces qui faisaient mieux que les autres avaient souvent des espèces qui faisaient moins bien quand on avait la contamination et vice-versa, sauf pour les 2 espèces là, que j'ai mentionnées là, qui avaient un bon compromis entre les 2. Alors, j'espère que c'est un petit peu plus clair comme ça. Là. Très clair, merci. Et finalement, la dernière question, j'ai Judy Ferron qui nous demande ça serait quoi la voie à suivre pour un projet de phytorémédiation pour des terrains contaminés au C10, C50, donc des hydrocarbures lourds, appartenant à la municipalité ou à une commission scolaire. Elle est bénévole dans un OBNL environnemental et elle se questionne beaucoup là, sur quel type de projet il pourrait faire dans ce cas-là. Dans le cas de ces formulations-là, c'est certain que ce qui est visé, c'est la décomposition par l'activité microbienne du sol. Donc, ce sont des chaînes de carbone, c'est évidemment des molécules qui sont résistantes, mais il y a quand même de l'activité microbienne qui peut contribuer à décomposer ces éléments-là. Il y a des plantes qui sont... Donc, le rôle des végétaux dans ce cas-ci, c'est de favoriser le travail de l'activité microbienne pour la décontamination. Et donc, c'est d'utiliser souvent des plantes qui vont avoir une bonne croissance dans ces conditions-là, un bon système racinaire, et ça, en général, ça favorise la décontamination de ce genre de sol-là. Évidemment, ça dépend du niveau de contamination, ça dépend des conditions du sol, de fertilité du sol, mais donc, il y a des méthodes qui sont testées, et de loin, les meilleures personnes là, pour avoir des indications sur quelle espèce et tout ça, ça serait l'IRBV, ça serait Michel Labrec et Frédéric Pelletier. Parfait. Bien, merci beaucoup. Donc, sur ça, on va terminer la période de questions. Pardon. Merci beaucoup, Jacques, là, pour ta générosité. Je suis sûre que c'est très apprécié. On a des remerciements là, dans les commentaires. Et n'oubliez pas, donc, tout le monde, là, le webinaire là, de Chloé en janvier. Voilà. Donc, voilà. Puis, ben, toujours là, pour recevoir de nos nouvelles, puis avoir toutes les nouvelles sur les futures activités, tout ça, là, abonnez-vous à votre infolettre, à notre infolettre, pardon. Vous allez avoir toutes les informations. Donc, merci beaucoup tout le monde. Puis, ben, je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne journée. Merci, Jacques.